Vous êtes toujours sur l'émission Vespérale présentée par CryptoSauce. Plus précis que ça, tu meurs. En effet, un indicateur que j'ai placé depuis maintenant plus d'un an sur le graphique, il est toujours présent et on pourrait croire que je l'ai dessiné il y a 2 semaines. Vous allez voir, c'est un truc de taré, mais commençons d'abord par le gap CME, puisque en effet ce week-end, on a eu un gap CME plutôt important, en tout cas si on compare à l'historique de ce graphique. Vendredi passé, le marché CME a clôturé autour des 8100 $, plus ou moins ici, et aujourd'hui on a ouvert beaucoup plus haut. Pour rappel, le gap CME, simplement le marché CME qui est fermé durant le week-end. Les professionnels et les institutionnels ne tradent en général pas le week-end parce que ça manque de liquidité, à part pour ceux qui font vraiment du scalping. Et donc des fois quand le marché bouge beaucoup le week-end, eh bien ça crée ce genre de gap là. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont manqué des mouvements importants vont essayer de mettre pas mal d'ordre dans ces zones là, des longues ou des shorts. Et quand il y a beaucoup de longueurs, beaucoup de shorters, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la liquidité sur le marché. Et le marché, n'importe quel marché, pas seulement le Bitcoin, est intéressé par la liquidité. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on voit pas ces zones sur l'order book Binance, Bybit, BitMEX, peu importe, simplement parce que le marché CME n'est pas compris dans Kiyotaka, un outil d'order book, ou bien les autres outils d'order book qu'on connaît dans la crypto. Les derniers gaps CME importants, c'était ça. Donc ici, c'était le 23 juin, assez rapidement retesté. Un autre gap CME, c'était ici, et très rapidement, on a retesté cette zone. Donc, souvent, ça se fait plutôt rapidement. Il y a toujours quelques exceptions où ça met plus de temps, où ça fait un peu n'importe quoi. Mais en général, voilà, ici, c'est une exception qui a mis un petit peu plus de temps à être retestée. Mais en général, on reteste assez rapidement ces zones de gap CME. Plus précis, tu meurs. En effet, ce graphique qu'on a dessiné il y a plus d'1 an sur la chaîne, les anciens pourront confirmer dans les commentaires, est en train de faire des miracles. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer là. Les supports font office de support exceptionnel, les résistances font office de résistance exceptionnelle, mais ça reste juste incroyable ces performances qu'on fait là avec les ranges parallèles. Comment trader ces ranges? Il y a 2 solutions. On peut soit trader les rejets, donc soit un rejet ici à la baisse, soit ici un rejet à hausse, totalement possible. Ce que je préfère moi, c'est trader les breakouts. Quand on fait un breakout avec une clôture, c'est là que je prends les trades. Donc si là, aujourd'hui, demain, après-demain, en breakout à la hausse, avec une clôture très importante, eh bien là, je prendrai un trade pour aller jusqu'à la target suivante. Plus ou moins ici, aujourd'hui, autour des 119 000 $. Donc ça peut aller extrêmement vite. Je sais que ça paraît très éloigné, 119 000 $. Mais en tout cas, historiquement, eh bien ce graphique nous a dit que c'était possible plutôt rapidement. Pour l'instant, un petit signe de faiblesse, puisqu'on s'est fait rejeter une fois à la baisse, mais directement ensuite on reteste. Donc un signe de faiblesse transformé en signe de force. Donc pour l'instant, indécis sur cette résistance. On a besoin de plus de data pour savoir si on va se faire rejeter à la baisse ou bien simplement un breakout à la hausse. Les short-term holders qui donnent leur Bitcoin aux long-term holders et inversement. Pour rappel, les long-term holders, c'est les gens qui sont un petit peu plus intelligents, on va dire. Alors chaque long-term holder, au début, est un short-term holder, je suis totalement d'accord. Mais en tout cas, ce graphique montre que quand les short-term holders représentent une majorité, en général, c'est pas très bon d'acheter pour du short-term holding. Par contre, quand les long-term holders deviennent une majorité et reçoivent leur argent des short-term holders, ou plutôt leur Bitcoin, eh bien c'est plutôt intéressant pour recharger. Les short-term holders sont en jaune, les long-term en bleu. Et on peut voir que quand les long-term holders ont vendu au short-term, eh bien le prix a totalement stagné pendant très longtemps. Plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Les short-term holders ont perdu patience, ils ont vendu aux long-term holders et qu'est-ce qui s'est passé après? Hop, on a pumpé totalement. On a pumpé, les short-term holders ont vu le pump, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont acheté pour faire un x10 ou x100 sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a stagné, voire même on s'est pété la gueule. Les long-term holders ont un petit peu acheté ici, mais pas trop. Et là, ils ont encore plus acheté parce que les short-term holders n'ont simplement pas acheté le pump qu'on a fait il y a quelques semaines, quelques mois. Je mets à disposition le lien de ce graphique en description. N'hésitez pas à le checker quand vous le souhaitez. Un pouce bleu pour ce partage juste extraordinaire, bien sûr, ferait extrêmement plaisir envers CryptoSauce. Chose positive pour les personnes qui tradent uniquement les graphiques sans trader les news. Eh bien, cette semaine sera parfaite parce qu'on n'aura pas grand chose niveau annonce aux USA. Sur Kiyotaka Bitcoin 1 heure, on peut voir que les ordres commencent à apparaître au sud. Ça, c'est uniquement sur le futur Binance, Bybit et OKEx. Au nord, on est toujours sur des trucs intéressants, mais beaucoup moins qu'au sud. Ça commence ici autour des 107 500 $ avec 432 Bitcoin. Légèrement plus bas, 107 400 avec 391 Bitcoin. Pour rappel, tout ça, c'est ma théorie. Sur du court terme, ces ordres-là font office de rejet. Donc ici, par exemple, on a pas mal d'ordres qui sont apparus. On se fait rejeter à la hausse. Mais sur du plus long terme, en général, ça attire le prix. En plus, il y a tous ces ordres-là qui ont disparu une fois qu'on s'est approché. Ça pourrait être du spoofing. Donc attention, selon moi, sur du court terme au sud, puisque là, clairement, on a déjà le gap CME. On a pas mal d'ordres qui sont apparus. On va shaker également tout ce qui est liquidation juste après pour voir si ça corrèle. On va passer sur le Discord Underground qui est accessible à toutes les personnes qui traitent sur un des exchanges en description. On va commencer par la map de liquidation filtrée Binance, Bybit et BitMEX. Et on peut voir ici, si on zoome un petit peu sur le graphique, qu'au nord, autour des 111 000, même 112 000 $, pas mal de liquidation potentielle. Donc là, il y a tout qui est regroupé dans cette zone, mais attention, au sud également jusqu'à 105 000, même 104 000 $, pas mal de liquidation, mais qui sont un petit peu plus étirées. Si j'étais un market maker, oui, on est clairement plus proche des 112 000
$, que des 105 000 $. Pour rappel, on a quand même une zone qui est très jaune, ici autour des 105 500 on va dire, mais clairement pour l'instant il faut pas sous-estimer le sud. Ce graphique je l'aime bien quand il y a seulement beaucoup d'un côté. Là, il y a beaucoup, selon moi en tout cas, des deux côtés. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est un squeeze au nord et ensuite chercher au sud, ou inversement, le squeeze au sud, gap CME, les ordres sur Kiyotaka, avant de remonter puis prendre tout ce qui est au nord. Totalement possible. Pour l'instant, tout ce qui est liquidation, on sait où ils sont, mais on ne sait pas trop lequel sera pris en premier, ça c'est un peu le désavantage. Ici, on a d'autres informations qui sont intéressantes. Autour des 107 000 $, on a 406 millions de dollars d'ouverture de position. Et ici, on est sur du 546 000 $, donc pour l'instant, le nord est plus puissant, selon moi, que le sud. Après, on peut prendre en compte 170 millions et 406 millions, ce qui fait plus que 546. Mais après, on peut faire la même chose côté nord. Ici, si on zoome un petit peu, 168 millions de dollars et 168 millions également deux fois. Une chose un petit peu bearish selon moi, c'est qu'on n'a pas testé cette zone des 111 000 $. On l'a effleuré deux fois, deux fois, et on s'est fait rejeter à la baisse sans même la tester, alors que cette zone des 107 000, 108 000 $, on a pété à la baisse, on a tout pris ici, on a viré tout ce qui est open interest, il reste plus que cette zone-là, 107 800 $, avant de remonter. Ici, sur l'open interest, selon moi, c'est plus un signe de faiblesse qu'un signe de force, en tout cas sur du court terme. Ça m'étonnerait pas qu'on reteste cette zone de gap CME, 108 000 $, puisque c'est exactement le premier support open interest. Ensuite, un petit peu plus bas, 406 millions de dollars, qui pourrait toujours faire office de support, reste à voir lequel des deux pète en premier. La position que j'ai lancée la semaine passée est toujours ouverte, on est pour l'instant sur du 4200 de profit, mais vu ce qui se passe là sur le graphique, c'est un peu trop indécis selon moi. Du coup, ce que je vais faire, je vais mettre le stop loss sur le break-even, d'accord, sur Bitfinex ici. J'ai retiré le limite à 110 000 $ et je prends simplement environ 75% de profit au prix actuel. Toujours fermé en limite, c'est très important, ça coûte moins de frais de trading. Et comme ça, si on reteste le prix d'entrée, eh bien je suis content avec les profits. Et si on monte, eh bien tant mieux. J'aurai toujours environ 400 000 $ dans la position. Très important dans le trading, l'indécision, ce n'est pas bien, ne jamais trader l'indécision. D'ailleurs, on va passer au concours pour emporter 150 $ sur Bitfinex. Le winner de la vidéo précédente se print à l'écran. Est-ce que vous pensez que demain midi, ma target d'avant de 110 000 $ aura été atteinte ou pas? Donc 110 000 $ plus ou moins. 50 $ pour les personnes qui parient sur cette target-là. Et 150 $ pour les personnes qui parient sur la position qui sera encore ouverte. 50 $ de gain si vous avez raison sur cette zone-là. Et 150 $ de gain pour les personnes qui misent sur une position qui est toujours ouverte demain midi. Moins de chance, mais plus de gains. Libre à vous de choisir dans les commentaires. Fin de participation à 23h59. Le XRP également que j'attends depuis très longtemps ici. Alors je sais que plus personne n'est intéressé par les altcoins, mais c'est justement là où il faut commencer à s'intéresser un petit peu. En tout cas, le XRP face au Bitcoin. D'accord? Puisque j'avais dit que la première target intéressante selon moi, c'est le 0,382 Fibonacci. On s'approche doucement mais sûrement. C'est très long, mais c'est comme ça. Et je pense qu'une fois sur cette zone-là, 0,382, je m'exposerai un petit peu au XRP face au Bitcoin. Pas beaucoup, en tout cas moins que si on teste cette zone verte ici. Alors ça, c'est la zone historique de all-in sur le XRP. À chaque fois qu'on a testé ça, quelques semaines plus tard, on a fait des profits juste incroyables face au Bitcoin. Et sont également face au dollar. Moi, clairement, je chasse uniquement les entrées qui sont au petit et pour l'instant, on est proche, mais pas encore du 0,382. Je m'attendrai au moins, si on prend ensuite la target Fibonacci, on prend le top, le bottom, hop, par rapport au 0,382, on pourra viser la zone du hasard, la zone Fibonacci 0,618. Donc, en pourcentage, par rapport à ce 0,382, on pourrait faire plus ou moins un 45%. Graphiquement, ça saute aux yeux. Stop loss, on peut mettre sur 0,5 Fibonacci, ce qui fait un risque récompense de 2,61, ce qui est énorme. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.